Lundi le 21 juin, mesdames et messieurs, bienvenue à En zone neutre. Mon nom est Simon Lavergne. Bienvenue lendemain de match du Canadien. On en jase. On va jaser aussi des Blue Jays qui ont repris le sentier de la victoire. On jase de golf un peu avec le US Open qui se déroulait en fin de semaine. Et on parle de l'Euro, bien sûr, au soccer. Bienvenue à En zone neutre, tout le monde. Et voilà. Hier, le Canadien s'est fait battre par les Golden Knights de Vegas, mais peut-être un peu aussi par les arbitres. On en jase, ça sera pas long. Le podcast présenté par l'Auberge et Club de golf Héritage, bien sûr, à Notre-Dame-de-la-Paix. C'est en Outaouais. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'en fin de semaine, samedi, de 8h à 10h, j'étais en ondes sur djradio.ca et en simultané sur iHeartRadio. Et j'ai eu un fun fou à faire ça. L'émission s'appelle Zone Libre. Ça va être présenté à tous les samedi, un peu en format morning show du week-end pour partir votre fin de semaine du bon pied. De la bonne musique, de la musique de tout genre. C'est moi qui fais la sélection musicale. Je m'amuse à faire ça. Je fais des triplés en début d'heure pour vous présenter un artiste, 3 chansons succès d'un artiste en particulier. Et j'ai bien du fun à faire ça. Fait que venez vous joindre à moi. On va parler de sport, bien sûr, dans ce show-là aussi. Un petit peu d'actualité, mais on laisse place à la musique. Puis c'est ça. Moi, je parle au podcast ici là, beaucoup, mais dans l'émission de radio, je limite mes interventions et je laisse place à la musique. C'est ça qui est le plus important. Donc, joignez-vous à moi samedi prochain de 8h à 10h samedi matin. Et c'est ceux qui ont l'application iHeartRadio, là, c'est super simple. Vous cherchez djradio.ca ou DJ Radio et vous allez le trouver. Donc, soyez là samedi prochain. J'ai bien du fun à faire ça. J'ai bien du fun à choisir les chansons aussi. Fait qu'on passe vraiment de large. Là. Il y a du New Country, il y a du... j'ai fait jouer les Beatles, j'ai fait jouer les 3 accords, Dua Lipa. En tout cas, on se promène dans l'univers musical. Et bon, vu que c'est la Saint-Jean cette semaine, on va commencer le show la semaine prochaine avec un triplé de mes 3 chansons québécoises préférées. Donc, soyez là samedi prochain, 8h, djradio.ca et iHeartRadio. Bon, on parle de sport. Hein? Le Canadien hier qui s'incline 2-1 contre les Golden Knights de Vegas et peut-être un peu les arbitres. Hein? Ça fait 2 matchs que c'est pas facile pour nos amis les officiels. Donc, dont hier, une séquence entre autres où est-ce que Nick Suzuki se fait frapper carrément en plein visage directement devant l'arbitre Chris Lee. Chris Lee qui décide que ça ne tente pas. Ça ne tente pas. Fait que c'est la grogne un peu sur les médias sociaux depuis hier soir et ce matin. Et les gens critiquent beaucoup Chris Lee là, pour raison, là, parce que je pense que les arbitres dans ces 2 derniers matchs-là n'ont pas fait la job. D'ailleurs, c'était les mêmes officiels. Je vous explique un peu pourquoi. C'est en raison de la COVID. Habituellement, les arbitres ne vont pas officier 2 matchs de suite opposant les mêmes équipes, là, à moins de circonstances exceptionnelles. Et là, on les a, les circonstances exceptionnelles. Donc, l'ouverture de la frontière canado-américaine, ça a été permis aux équipes et au staff de la NHL de voyager. Par contre, on limite les voyages. Donc là, quand on s'est amené à Montréal, c'était déjà planifié que le même crew d'arbitres allait officier les 2 matchs. Et ça s'est pas bien passé dans le premier match et ça s'est encore moins bien passé dans le deuxième match pour les officiels. Donc voilà, c'est pas le fun, mais c'est des choses qui arrivent. Mais là, sur la séquence, la plupart des gens pensent que Chris Lee allait lever le bras puis il s'est rétracté, alors que moi, après l'avoir revu, je pense que Chris Lee a plutôt signifié que le joueur McNabb des Golden Knights aurait touché l'épaule avant de frapper la tête, ce qui est complètement inutile, c'est innocent là, de dire ça. De toute façon, on le voit bien à la reprise que c'est pas le cas. Et de toute manière, quand on veut pas sévir sur une séquence, par exemple, on va utiliser ça en disant, bon, par exemple, un coup d'épaule, on dit que c'est épaule à épaule, puis qu'après ça l'a touché la tête. Mais là, il s'agit d'un coup de poing. Là. Il s'agit pas d'une mise en échec, il s'agit pas d'un jeu qui s'est passé dans le feu de l'action. C'était prémédité. Il sacrait un coup de poing d'en face. Et donc, si c'est le cas, c'est bel et bien le cas que Chris Lee mentionne, ben non, il a touché une partie du corps avant d'arriver à la tête. Who cares? C'est un coup de poing. C'est pas comme s'il l'avait frappé pendant le feu de l'action. Donc,
habituellement, là, j'aime pas ça critiquer les officiels. J'aime pas ça parce que, bon, j'ai été arbitre moi aussi là, au hockey mineur, tout ça, ce qui explique pourquoi j'ai un chandail d'arbitre. Là. J'ai pas fait 32 000 téléphones hier pour avoir un chandail pour un matin. J'avais ça dans mes vieilles affaires. J'étais allé fouiller très tôt ce matin pour trouver ça. Et voilà. Mais j'aime pas ça critiquer les arbitres parce que en bout de ligne, l'arbitre, s'il n'appelle pas une pénalité, par exemple, s'il n'appelle pas une punition, oui, c'est plate, ça ne donne pas un avantage numérique à l'équipe. Puis dans un cas comme ça, ben, le gars mange un coup de poing sur la gueule, tu t'attends qu'il y ait une pénalité, une punition. Sauf que, généralement, c'est l'inverse qui va être un petit peu plus dommageable. C'est-à-dire, si on appelle une punition et qu'on donne un avantage numérique à une équipe, par exemple, qu'il y a pas, ça devrait pas, là, par exemple, il invente un call, whatever, bien là, ça donne 2 minutes de punition et ça permet à l'équipe de probablement marquer un but. Donc, quand tu n'appelles pas une punition qu'il y a eu sur le jeu, c'est dommageable, puis oui, ça aurait donné un avantage numérique et une chance aux Canadiens. Par contre, le jeu demeure à 5 contre 5 pareil. Ce qui me fait dire que, tu sais, le Canadien, peut-être, oui, les arbitres n'ont pas été bons. Là, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais en bout de ligne, est-ce que les Canadiens méritaient de gagner? Oui, de la manière qu'ils ont joué, mais ils ont quand même perdu le match. Là. Ils ont quand même marqué un but de moins que l'adversaire, puis c'est comme ça que ça se passe à la glace. Performance du Canadien est superbe, tabarouette. Là, début de match incroyable. Première période, tout à fait le contraire, l'inverse de ce qui s'était passé vendredi. Le Canadien qui domine au niveau des tirs au but, domine en possession de rondelles, en temps de contrôle de jeu. Dans le cercle de mise au jeu, ils ont été vraiment très bons. Je fais juste prendre l'exemple de la mise au jeu initiale du match où est-ce que Nick Suzuki a complètement remporté cette mise au jeu-là comme s'il n'y avait personne devant lui. Et ça s'est poursuivi par la suite en première période. Là, le Canadien qui a continué de gagner les mises au jeu, pris possession de la rondelle beaucoup plus souvent que l'adversaire, contrôlé le jeu. Et malgré que c'était 0-0 après une période, on pouvait penser peut-être que le Canadien était en bonne posture pour remporter ce match-là. Le seul petit hic que j'ai remarqué, puis je ne suis pas un analyste, là, je ne suis pas un expert, j'ai remarqué que le Canadien a tiré quand même pas mal souvent au but, là, a dominé au niveau des tirs au but, surtout dans la première partie du match. Par contre, pas de tir très difficile. Tu sais, je veux dire, souvent, là, c'était des tirs un petit peu là, en périphérie du crease du goaler. Là, donc, tu sais, des tirs un peu plus faciles à arrêter pour Lehner, surtout que Lehner prend tellement de place dans le net. Donc, c'est mon humble analyse de la performance du Canadien. Mais malgré tout, ils ont super bien joué. Ils méritaient de gagner. Là. Tu sais, quand tu t'en vas en prolongation, là, c'est do or die. Là. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Suffit d'un bon chanceux, par exemple, et c'est terminé. Là, tu sais. Ça n'a pas été très long en prolongation, 1 minute 18 là, pour les Golden Knights. Donc, c'est plate, mais la série est égale 2-2, tout comme l'autre série, l'autre série demi-finale opposant le Lightning aux Islanders. C'est 2-2 aussi de leur côté. Ça se poursuit ce soir à 8h, à 20h. Et le Canadien qui retourne à Las Vegas là, pour le 5e match de la série. Et ça va se dérouler mardi soir à 21h. Donc, à suivre de ce côté-là aussi. Mais on a droit quand même à 2 bonnes demi-finales. Là. De l'autre côté aussi, là, ça joue très bien. C'est du bon hockey. C'est le fun à regarder. J'ai hâte de voir qui va être opposé dans cette finale de la Coupe Stanley. Puis ça m'a amené une réflexion. En première ronde, le Canadien a sorti John Tavares. Bien malgré eux, là, je veux dire, c'est un accident, tout ça. Mais ont sorti le meilleur joueur, ou le joueur qui causait le plus de problèmes peut-être avec Austin Matthews, là, mais qui causait le plus de problèmes aux joueurs du Canadien. Et Tavares est sorti pour la série, le Canadien l'a emporté. Bon. Il n'y a peut-être pas de lien parce que, bon, l'incident est arrivé. C'est pas à la suite de cet incident-là que le Canadien s'est réveillé. Là. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais bref, le meilleur joueur ou le joueur qui cause le plus de maux de tête aux Canadiens a été sorti. En deuxième ronde, on affronte les Jets de Winnipeg et le joueur qui produit le plus contre le Canadien de Montréal, c'est Mark Scheifele. Et Mark Scheifele qui fait, on sait tous, là, une crampe au cerveau, qui va frapper Jake Evans, suspendu 4 matchs. On le revoit plus dans la série, puis le Canadien l'emporte en 4.
Donc, intéressant. Et je me disais hier soir, là, avec ce qui s'est passé, avec Fleury qui est sorti du match, pas du match, mais qui est sorti de la série, puis là, on remplace par Robin Lehner. Je dis, bon, un troisième événement où est-ce que le joueur le plus dominant contre le Canadien, par exemple, va sortir, tu sais. Et bon, ça n'a pas eu le même effet, là. On verra pour la suite des choses, parce que là, maintenant, DeBoer n'a pas le choix de retourner avec Lehner pour le prochain match. Et est-ce qu'il va être aussi bon qu'il l'a été hier? Ben, la question se pose. Et est-ce que Fleury serait revenu très fort après la gaffe qu'il a commis dans le troisième match? Donc, je pose la question sans nécessairement avoir de réponse, mais je me dis, peut-être que le fait de sortir Fleury dans les 3 prochains matchs, si ça va en 7, est-ce que ça va être bénéfique pour le Canadien que ce soit Lehner au lieu de Fleury? Hier, ça n'a pas été le cas, on n'a pas gagné. Mais est-ce que dans le reste de la série, ça pourrait être bénéfique? La question se pose. Moi, je pense que peut-être, sur une série à long terme, et c'est une autre affaire. On a vu Lehner hier, probablement pas dans sa meilleure shape, là. J'ai fait le commentaire sur Facebook. J'ai l'impression que Lehner, il pompait l'huile, comme on dit. Fait que on va voir, tu sais, puis lui, il n'a pas joué beaucoup, là. Il a joué un match en un mois, là, tu sais. Il avait joué contre l'Avalanche et ça n'avait pas été un succès. Et là, il s'amène contre le Canadien, un petit peu mieux, on va se le dire. Mais est-ce que dans le reste de la série, ça va être bénéfique? Et après ça, si on met ça un petit peu plus loin encore, si on pousse ça dans l'avenir, est-ce que le Canadien pourrait affronter, par exemple, s'il remporte, est-ce qu'il pourrait jouer contre les Islanders de New York en finale de la Coupe Stanley et affronter nul autre que le némésis du Canadien, et ça revient à mon ami Yann Bilodeau là, qui a sorti ça, Jean-Gabriel Pageau. Hein? Jean-Gabriel Pageau, qui est probablement la bête noire du Canadien, en tout cas dans l'histoire récente là, du club, là, donc qui a toujours eu du succès contre le Canadien, surtout en série, on va s'en rappeler, alors qu'il jouait avec les Sénateurs. Est-ce qu'il va falloir qu'ils mettent un prix sur la tête de Jean-Gabriel Pageau si ça vient à un affrontement Canadien-Islanders en finale? À suivre, on verra. Mais en tout cas, je me suis fait cette réflexion-là, puis vous pourrez vous la faire vous autres aussi. Mais c'est intéressant tout ça. Bref, à suivre ce soir, Islanders Lightning, match très important, 5e match de la série égale 2-2. Je pense qu'à partir du moment où la série est égale 2-2 et qu'il reste 3 matchs, je pense que le 5e match devient le match le plus important selon moi. L'équipe qui va remporter les 5e matchs dans les 2 séries, d'après moi, vont remporter la série. À suivre, mais j'ai comme l'impression que ça va se passer comme ça dans les 2 séries. Donc, je l'aurais dit ici sur le podcast, on verra si j'ai raison. On parle un peu de baseball. Les Blue Jays qui reprennent le sentier de la victoire en fin de semaine. 2 grosses victoires contre les Orioles de Baltimore. Quoi de mieux que d'affronter Baltimore quand tu veux repartir la machine? Les Blue Jays qui jouaient un petit peu en bas de 500. Maintenant, 2 grosses victoires samedi et dimanche. Jouent pour 500. 35 victoires, 35 défaites. 70 matchs de passé dans la saison. Généralement, c'est après 100 matchs là, qu'on voit là, un petit peu le portrait des séries puis tout ça. Bref, il reste encore une trentaine de matchs pour les Blue Jays pour aller vraiment rechercher là, une coupe de victoires d'affilée puis essayer de rattraper les Rays de Tampa Bay dans l'est de la division, dans la division Est plutôt de la Ligue américaine. Les Rays qui sont en feu continuent de gagner sur une base régulière, vont être très très difficiles à rattraper, mais on le sait, dans le baseball majeur, il y a toujours l'option de terminer au 2e rang puis de quand même faire les séries. Donc, espérons que les Blue Jays puissent y aller de ce côté-là parce que les Red Sox on dirait que les Red Sox ont repris un petit peu, là, ils ont ralenti un petit peu. Et les Yankees, ben c'est une boîte à surprise, les Yankees, on ne le sait pas. T'sais, ils peuvent en aligner 5 de suite avec 3-4 circuits par game ou c'est le calme plat après. Fait qu'on ne sait pas ce que ça va donner avec les Yankees, mais bref, il y a quand même de la bonne balle qui se joue dans cette division-là, ça c'est certain. À suivre. Et Ryu, qui était le lanceur partant hier, a super bien fait. On lui a donné une petite avance, 4-1, ce qui était juste assez ce qui était juste assez pour lui. Et Matt Harvey, qui lançait pour les Orioles, l'ancien des Mets, qui se cherchait, je dirais, depuis quelques années, tout ça, lance super bien pour les Orioles. Là. C'est pas un 2 de pique, là, vraiment. Là. Et le problème avec Matt Harvey, c'est quand il atteint peut-être 70 lancés, devient beaucoup moins efficace. Et c'est ce qui est arrivé
arrivé hier avec les Blue Jays. Quand il a atteint le 70-75 lancés, les Blue Jays ont commencé à le frapper et ont enligné 4 points là, pour prendre les devants 4-1 dans le match. Après ça, ils n'ont plus jamais regardé derrière, malgré une petite remontée là, des Orioles en fin de match. Mais bref, grosse victoire hier aussi. En fin de semaine, au US Open, au golf, c'était particulier à Torrey Pines, un terrain, c'était le 121e US Open. J'en avais parlé un peu la semaine passée, comment ce terrain-là était difficile et tout. Et là, il est arrivé une histoire complètement folle en fin de semaine. Là, probablement qu'il n'y a pas grand monde qui ont réalisé ça, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Jon Rahm avait été sorti d'un tournoi alors qu'il était meneur il me semble que c'était par 6 coups. Donc, qui s'enlignait vers une belle victoire, avait été retiré du tournoi parce qu'il avait testé positif à la COVID. Et il n'avait pas pu terminer le tournoi, n'avait pas remporté ce tournoi-là, etc. Et là, revient au US Open et qu'est-ce qui se passe? Jon Rahm qui revient lors de la 4e ronde et qui remporte le US Open. Donc, il y a une justice dans ce bas monde, mesdames et messieurs. Jon Rahm qui, malgré là, ce qui est arrivé au tournoi précédent, là, il l'emporte au US Open. Et en bout de ligne, c'est quoi qui est mieux? Gagner un tournoi, une classique sur le circuit ou gagner l'US Open? Fait que je pense que Jon Rahm, là, la COVID l'a frappé au bon moment, malgré qu'au moment où ça l'a frappé, c'était peut-être pas le bon moment dans sa tête à lui. Bref, toute une performance et quel parcours de golf incroyable. Les images étaient magnifiques. J'aimerais jouer là une fois dans ma vie. Ça arrivera probablement jamais. Mais j'aimerais voir si je suis capable de jouer en bas de 150, mettons, tellement que le terrain est difficile. Donc, c'est ça. Johan Benson qui est analyste à RDS pendant les tournois majeurs, puis qui avait dit, on lui avait demandé sur sa plateforme numérique quel trou tu préfères à Torrey Pines. Il avait dit le 18e parce que tu termines. Fait que ça donne une bonne idée comment le terrain est difficile. Sinon, je termine en parlant de l'Euro. L'Euro s'est poursuivi en fin de semaine. On a eu des matchs intéressants. La France qui a fait match nul 1-1 contre la Hongrie. Peut-être une surprise, mais en même temps, au soccer, c'est ça qui arrive. Quand tu prends les devants, c'est déjà beau qu'il s'en soit sorti avec une nulle de 1-1 parce que c'est la Hongrie qui a pris les devants tôt dans ce match-là. Et quand tu prends les devants et que tu as une bonne formation défensive, comme la Hongrie semble avoir, là, tu peux fermer le jeu puis ça peut terminer 1-0 assez vite. Je dis assez vite, mais c'est quand même 90 minutes. Là. Et bon, la France qui a marqué en début de deuxième demi pour créer l'égalité 1-1. Et après ça, ça a été la trappe. Jacques Lemaire devait capoter sur ce game-là. On n'a pas vu beaucoup d'éclats par la suite. J'ai pas regardé le match, en fait, mais je me fie sur un peu les faits saillants que j'ai vus et tout. Et ça a terminé 1-1. Et du côté, ça, c'est le groupe de la mort. Là. On en a parlé déjà. Le groupe F, dans l'autre match, c'était le Portugal contre l'Allemagne. Donc 2 puissances mondiales aussi. Et ce match-là s'est terminé par un pointage qui ressemble beaucoup plus à un match de hockey que d'autres choses. L'Allemagne qui l'emporte 4-2. 4-2, 6 buts. 6 buts au soccer. C'est pas rien, là. J'ai pas vu le match, là. J'ai aucune idée comment ça s'est déroulé. Je peux pas vous donner de détails là-dessus. Mais bref, 6 buts au soccer. On s'entend, là, c'est beaucoup de buts. L'Italie est demeurée invaincue dans ce tournoi-là aussi. Victoire de 1-0 contre le Pays de Galles. Et la Suisse l'a emporté 3-1 contre la Turquie. Ça, c'est ce qui s'est passé là, en fin de semaine. Là, on est dans les troisièmes matchs. Là. L'Italie, là, le groupe A, là, l'Italie et la Suisse, là, c'était leur troisième match. Donc, dans les groupes, on joue contre les 3 autres adversaires et ensuite de ça, on sort de notre groupe pour aller dans les 8e de finale. Donc, l'Italie est déjà qualifiée
pour les huitièmes de finale et les Pays-Bas ainsi que le Pays de Galles, malgré tout, là, le Pays de Galles qui réussit à se qualifier, termine deuxième dans le groupe A. Donc, il y a 3 équipes là, maintenant qui ont déjà officialisé là, leur présence en huitièmes de finale, l'Italie, les Pays-Bas et le Pays de Galles. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans pour l'instant et on va suivre de très près là, aujourd'hui qui s'affronte la Finlande contre la Belgique, ça va être intéressant. Là, les Belges devraient confirmer leur place en huitième de finale. La Russie contre le Danemark et aussi, bon, dans le groupe C, là, l'Ukraine contre l'Autriche et la Macédoine du Nord contre les Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas qui sont déjà qualifiés, on va voir est-ce qu'ils vont reposer certains joueurs, peut-être donner une chance à la Macédoine du Nord. Qui sait? Sinon, demain, la République tchèque contre l'Angleterre, la Croatie contre l'Écosse et le 23 juin, là, on a plusieurs matchs. La Suède contre la Pologne, la Slovaquie contre l'Espagne et le groupe F, là, l'Allemagne contre la Hongrie et le Portugal contre la France, ce qui va être très, 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 très intéressant. Est-ce que c'est ce qui va décider qui va terminer premier du groupe F? Ça va être intéressant à suivre, mais c'est toujours bon. Là, de toute façon, match Portugal contre la France, on ne se trompe pas. All right. Puis ensuite de ça, ben, on va avoir un meilleur portrait. Là. À partir de jeudi, on va avoir le portrait des huitièmes de finale au complet qui vont se dérouler la semaine suivante. Donc, ça va être intéressant. Là. Ça se dessine tranquillement. Là. C'est toujours à partir des huitièmes de finale où est-ce qu'on peut dire, OK, bon, ben, selon les affrontements, on devrait avoir des quarts et des demi là, opposant tel ou tel pays. Fait que ça devient intéressant de regarder ça. Et voilà, c'est tout pour ce matin. C'était bien le fun. En fin de semaine, moi, j'en ai profité pour recharger un peu les batteries, malgré que quand on dit ça, généralement, on ne se repose pas, puis c'est le cas. T'sais, on est allé en camping toute la fin de semaine en famille. On a passé du super beau temps en famille, mais je suis arrivé ici hier brûlé comme si j'avais couru 3 marathons en fin de semaine. Fait qu'on se repose pas vraiment en camping. On dit ça, mais c'est pas vrai. Fait que passez du temps en famille, mais reposez-vous par la suite. C'est un peu ça qui arrive. Je vous souhaite de passer une excellente journée, puis on se reparle demain, mardi matin, avec les résultats du match Lightning Islanders et la préparation du match du Canadien demain soir à 21h à Las Vegas. All right, passez une belle journée tout le monde. Ciao!